Mesdames, Messieurs, c'est bien connu, les écrivains ont tendance à ne parler que d'eux. Quand ils s'intéressent aux autres, c'est souvent une manière détournée de revenir à leur personne. D'où le diagnostic d'un auteur médecin qui, devant l'hypertrophie de leur moi, les a qualifiés de moitrinaires. Ainsi, on a beaucoup ironisé sur Malaparte, dont le moi était particulièrement encombrant. On disait que lors des baptêmes, il se comportait comme s'il était l'enfant qu'on baptisait. Lors des mariages, il se prenait pour le marié. Et lors des enterrements, on avait l'impression que c'était lui le défunt. Ces préliminaires n'ont pas d'autre but que de faire un aveu personnel que partagent certainement les membres de la compagnie que je représente. La jeunesse a beau s'éloigner, les décorations fleurir à la boutonnière, les institutions donner l'impression qu'elles vous enferment dans une cage dorée. Il me semble que le temps n'a pas passé. Dans ce moment, je ressens avec la même émotion qu'autrefois ce que chacun des lauréats présents éprouve sans doute aujourd'hui. C'est le pont qui relie les écrivains et les amoureux. Si les pensées mûrissent, les sentiments, eux, ne connaissent pas la sagesse. Chez tout écrivain, cette folle ambition d'exister, d'être compris, d'être aimé, elle commence à 20 ans. Mais quand s'arrête-t-elle? Hélas ou heureusement, jamais. Qui ignore ce que c'est que d'espérer une reconnaissance? Nous avons connu les affres que ressentent ceux qui attendent avec fièvre ce mystérieux décret du destin qui vous choisit. Et cette énigmatique élection du succès, nous savons aussi de combien d'échecs elle est souvent l'aboutissement. Avouons-le sans fausse pudeur, nous avons partagé avec vous ce secret désir des récompenses littéraires. Que ne ferait-on pas pour l'obtenir, ce succès qui donne de la jeunesse et attire l'amour? Certains, pour l'obtenir, seraient même prêts à conclure comme Faust un pacte avec le diable ou en venir à invoquer Bernadette Soubirous et même Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Aussi, cette cérémonie sous les ors et les pompes qui la solennisent n'a-t-elle, en dépit des apparences, rien à voir avec une remise de prix d'excellence ou un tableau d'honneur. Nous ne sommes pas des professeurs, vous n'êtes pas des élèves. La littérature n'est concevable que sur un pied d'égalité. Le lien qui nous relie s'apparente à ceux qui unissent entre eux les membres d'une fraternité qui, de génération en génération, fleurit et se renouvelle. Aussi, la barrière qui semble nous séparer ici est-elle toute symbolique. Nous représentons, vous et nous, la systole et la diastole qui animent un même cœur, nourris par les mêmes ambitions et les mêmes rêves. Voici maintenant le palmarès. Je commencerai par la présentation des 31 lauréats des Grands Prix. Je leur demande de bien vouloir se lever à l'appel de leur nom et nous les applaudirons chacun à la fin de leur éloge. Grand Prix de la francophonie, Monsieur Boualem Sansal. Né en Algérie, Boualem Sansal, ingénieur de formation, économiste et haut fonctionnaire, est un des auteurs de langue française les plus talentueux d'aujourd'hui. S'étant décidé à écrire sur l'encouragement de Rachid Mimouni, il est remarqué en 1999 avec son premier livre, Le Serment des barbares. Polémiste, il a entre autres vivement critiqué l'arabisation de l'enseignement en Algérie. Il a fait alterner dans son œuvre le genre de l'essai et celui du roman. Il a dit plusieurs fois
combien il se sentait proche de Camus et du sentiment d'amour et de culpabilité qui reliait celui-ci à la terre et à l'histoire algérienne. Comme le souligne Daniel Salnave, tous ces livres sont un hommage éclatant à la force et à la richesse de la langue française, dont il use avec le talent d'un narrateur et d'un poète. Parmi ces livres, on citera « Dis-moi le paradis », Araga, Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, Rue Darwin ou encore Petit éloge de la mémoire, récit de l'épopée berbère. Grande médaille de la francophonie, Monsieur Dong Xiang. Professeur à l'Université de Pékin, conférencier, auteur, éditeur, artiste, Dong Xiang est un ardent promoteur de la traduction. Traducteur de Kundera et de Leclésio, il a participé en France à la création des éditions Bleu de Chine, spécialisé dans la publication d'auteurs chinois contemporains, et il préside à Pékin le prix de traduction Fu Lei, initiative exemplaire à encourager ailleurs dans le monde pour la diffusion des lettres françaises. Gabriel Debreuil attire notre attention sur le fait qu'il est le directeur du Centre de recherche sur la francophonie et les littératures françaises de l'Université de Pékin et que son implication de tous ordres dans les échanges culturels fait de lui un véritable passeur de culture entre la France et la Chine. Grand prix de littérature, Monsieur Michel Butor pour l'ensemble de son œuvre. Une œuvre protéiforme et sans modèle, comme le rappelle Florence Delay. Avec Michel Butor, la littérature a déménagé du roman pour aller vers la poésie, l'essai, la musique, la peinture, la photographie. C'est pourtant par le nouveau roman qu'il s'est fait connaître. Ouverte en 1954 avec Passage de Milan, puis la modification en 1957, la période romanesque s'achève par le premier voyage aux États-Unis. L'espace américain suscite alors une nouvelle forme intitulée mobile. Michel Butor a voyagé dans le monde entier pour explorer, donner des conférences, enseigner le français. Ce curieux vit dans la quête, l'invention. En témoignent des textes que, faute de mieux, on nommera expérimentaux, comme Le génie du lieu ou Matière de rêve, nombre d'improvisations, de dialogues avec les peintres, de livres d'artistes qu'accompagnent souvent des poèmes. L'auteur dit de lui-même qu'il est un inconnu célèbre ou un monument marginal. C'est peut-être pourquoi la maison qu'il habite en Haute-Savoie a pour nom À l'écart. Grand prix de littérature Henri Gall, prix de l'Institut de France,
Monsieur Jérôme Garcin. L'œuvre de Jérôme Garcin, déjà importante, puisqu'elle comporte une quinzaine d'ouvrages et de romans, s'organise principalement autour de deux thèmes qui résultent d'une tragédie et d'une passion, la gémellité et le cheval. Le motif des jumeaux apparaît de manière dramatique dans ces romans qui s'inspirent de la disparition accidentelle d'un jeune frère. Fracture irréparable qui est l'argument de son beau roman Olivier. Le thème du cheval, dont la pratique et l'art de la maîtrise semblent avoir eu beaucoup d'influence sur le style de l'auteur, qui évite les emballements, les ruades, dans une belle prose classique, a donné naissance à des livres au titre éloquent. Cavalier seul, Bartabas roman, La chute de cheval, L'écuyer mirobolant. Son dernier roman, Bleu horizon, échappe au piège de la biographie tout en s'orchestrant autour de la figure d'un jeune poète au destin fracassé par la guerre de 14, Jean de la ville de Miremont. Prix Jacques de Fouchier, Monsieur Patrick Clairvoy, pour 10 semaines à Kaboul, chronique d'un médecin militaire. Professeur de médecine, titulaire de la chaire de psychiatrie de l'école du Val-de-Grâce, spécialiste des traumatismes psychiques lors des opérations de l'armée française, Patrick Clairvoy a été affecté à l'hôpital militaire de Kaboul. Pendant les 10 semaines qu'a duré sa mission, il a tenu un journal dans lequel il retranscrit son expérience médicale et humaine dans le cadre particulièrement exposé des urgences. De l'arrivée des blessés, militaires et civils confondus, jusqu'aux soins psychologiques dont bénéficient les rescapés, on suit l'itinéraire d'un peuple pris entre deux feux et de soldats autant atteints dans leur chair que dans leur âme. Un témoignage bouleversant qui évite la grandiloquence et le pathos en décrivant de manière sobre les lumières du dévouement dans la tragédie de la guerre. Grand prix du roman, Monsieur Christophe Onodibio pour Plongée. Jeune homme brillant de formation classique, mais également soucieux d'être de son temps, Christophe Onodibio mène en parallèle, avec un égal succès, une carrière de journaliste et de romancier. De Cuba à la Birmanie, il a signé des romans enrichis de choses vues, de portraits contemporains, d'expériences vécues. Comme le dit Jean-Christophe Ruffin, son dernier ouvrage, Plongée, tisse plusieurs fils romanesques qui lui donnent une richesse remarquable. Le héros, César, raconte à son fils Hector l'histoire de sa mère disparue. Paz était une jeune et belle photographe espagnole que sa quête d'absolu allait mener vers la mer et ses requins blancs si fascinants et dangereux. Le monde sous-marin est omniprésent dans le livre et lui confère une partie essentielle de sa beauté. Roman profondément contemporain, magnifique portrait de femme, quête de sens dans un monde qui se croit sans repère parce qu'il tente à oublier sa culture, Plongée est une œuvre originale, puissante et belle. Prix de l'Académie française Maurice Genevoix, Monsieur Jean-Loup Trassard pour L'homme des haies.
En taillant les haies, un vieux paysan mayennais qui a cédé la ferme à son fils songe à son passé et nous introduit dans un univers disparu. L'ouvrage concentre les thèmes de l'œuvre entière de Jean-Loup Trassard, qui vit au cœur de la Mayenne et dont cette terre est la matière. Venu de l'agriculture, non de la littérature, l'auteur, selon Florence Delay, fait entrer le monde rural d'autrefois dans les lettres contemporaines. Son personnage, qui se remémore quand et comment on ramasse pommes et pommes de terre, comment on mène la vache au taureau, comment on tue le cochon, revient aux haies comme à un leitmotiv. Elles tiennent dans la construction du livre le rôle même de structuration qu'elles ont ou ont eu dans le paysage. Prix Hervé Deluin, Madame Beata de Robiens. Originaire de Cracovie et venue en France pour y terminer ses études de lettres, Beata de Robiens s'est installée dans notre pays et est devenue écrivain de langue française. Selon Hélène Carrère d'Encausse, qui la présente, elle ne s'est pas pour autant coupée de son pays natal, qui est au cœur de ses ouvrages. Après un roman historique sur Henri III, roi de Pologne, avant de devenir roi de France, puis un ouvrage de vulgarisation sur l'histoire de la Pologne, son dernier roman, Fugue polonaise, s'attache au quotidien et aux rêves d'une famille à l'époque communiste. C'est ce même lien qu'elle a entretenu en travaillant à l'adaptation en polonais d'auteurs français. Grand prix de poésie, Monsieur Mathieu Bénezet, pour l'ensemble de son œuvre poétique. Mathieu Bénezet a hélas disparu depuis l'attribution de ce prix. Un jour de mai 68, nous dit Angelo Rinaldi, Mathieu Bénezet, qui vient de disparaître, déposa sur le bureau d'Aragon, en son absence, un manuscrit plus lourd de révolte qu'un pavé de la saison. Le grand écrivain le publia aussitôt, avant d'associer le débutant à l'aventure des lettres françaises et de la revue Digraphe, où se rassemblait la jeune avant-garde. Ainsi commençait une œuvre qui comporte maintenant une vingtaine de volumes, sous des formes diverses, journal, roman, essais critiques. Mathieu Bénezet a inventé la poésie autobiographique. Elle assure son originalité et lui confère l'une des toutes premières places parmi les novateurs de notre époque. Il y a toujours chez lui de l'ironie, de la colère au bout de l'aveu. Grand prix de philosophie, Monsieur Jean-François Courtine, pour l'ensemble de son œuvre. Spécialiste de la seconde scolastique, Jean-François Courtine est aussi l'éditeur, traducteur et commentateur de Hölderlin et de Schelling, ainsi que de l'impeccable historien de l'école de Marbourg, de Husserl et de Heidegger, dont il est un des traducteurs de référence, ou encore de Lévinas et de Foucault. Comme l'indique Jean-Luc Marion, il a redéfini les méthodes en histoire de la philosophie et est devenu l'un des maîtres de cette discipline. Il a renouvelé le concept et l'histoire de la métaphysique à l'âge classique et fait apparaître le développement de la phénoménologie comme tradition cohérente
majeur dans le siècle. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont certains sont déjà devenus des classiques. C'est l'un des meilleurs représentants du rayonnement international de la pensée française. Grand prix Moron, Madame Sylviane Agazinski, pour femmes entre sexe et genre. Le prix est destiné à un ouvrage d'éthique. À qui pouvait-il mieux revenir qu'à Sylviane Agazinski, dont, nous dit Hélène Carrère d'Encausse, l'œuvre très riche est entièrement consacrée à une réflexion sur la place de la femme dans la société et sur les implications qu'ont la révolution des mœurs et les mutations techniques dans les relations entre les sexes. Dans un essai d'une parfaite clarté et avec un grand talent d'écriture, elle réfléchit une nouvelle fois à la question des sexes, croisée ici à la question très actuelle du genre. La partition masculin-féminin, rattachée à une distinction biologique du vivant, mâle-femelle, dans sa puissance spécifique et conjointe d'engendrer, est très clairement distinguée de la différenciation culturelle et sociale de la virilité et de la féminité. On ne peut dénaturaliser les genres et abolir les sexes, et c'est sur quoi insiste Sylviane Agazinski. Grand prix Gobert, Monsieur Jacques Julliard, pour les gauches françaises. Ce travail monumental, fruit d'une longue familiarité avec les idées et les textes, est la première synthèse sur les gauches françaises du XVIIIe siècle à nos jours. Faisant une sorte de pendant aux droites de René Raymond, il est, de l'avis de Pierre Nora, appelé à devenir classique. Aux trois familles légitimistes, orléanistes et bonapartistes que définit René Raymond répondent les quatre que distingue Julliard: gauche libérale, jacobine, collectiviste et libertaire, dont il suit les péripéties sur 2 siècles. Non sans s'attacher à ce qui les unit en profondeur, la foi dans le progrès, la recherche de la justice et la philosophie du bien. Dans l'analyse de la mutation actuelle de la gauche classique sous les poussées d'une démocratie d'opinion, l'historien se double du militant pour transformer son grand bilan du passé en tremplin pour l'avenir. Prix de la biographie littéraire, Monsieur Franck Lestringant, pour André Gide, L'Inquiéteur. Biographie complète dont Yves Pouliquen a admiré la manière exemplaire d'insérer dans l'histoire politique et littéraire du XXe siècle le rôle capital d'André Gide. Ce rôle se précise au cours des ans, se transforme au gré des pulsions d'un homme au comportement singulier et provocateur qu'animent des sentiments contradictoires où se mêlent religion, homosexualité, choix politique, et dont l'œuvre littéraire, si elle marqua une génération, n'eut pas, au cours de sa vie, le succès public qu'il en attendait. Prix de la biographie historique, Monsieur Serge Stolf, pour les lettres de la Thiard, Enea
Silvio Piccolomini, un humaniste au XVe siècle. Marc Fumaroli nous rappelle que, peu connu du grand public, Piccolomini, qui deviendra le pape Pie II, est pourtant un personnage très important pour l'histoire de l'humanisme. Il fut à la fois l'homme de lettres et l'homme d'action, poète et diplomate. On a souvent opposé son pontificat à la période de ses écrits profanes, dont certains furent même mis à l'index. Il s'agissait ici de restituer une continuité biographique sans souscrire au dessein apologétique des mémoires que Pie II écrivit à la fin de sa vie. Cette intention est pleinement remplie dans une biographie excellente. Prix de la critique, M. Jean-Claude Berchet pour l'ensemble de son œuvre. Comme l'écrit Marc Fumaroli, Jean-Claude Berchet a consacré sa carrière à étudier les œuvres aussi bien que la vie de Chateaubriand. Il a fait paraître un très grand nombre d'articles consacrés à presque toutes les facettes de cet auteur. Les plus marquants ont été repris dans un recueil intitulé « Chateaubriand ou les aléas du désir », qui, dans la diversité des thèmes qu'il parcourt, permet de dessiner une véritable poétique. Il vient également de publier une biographie de Chateaubriand, à la fois élégante et savante, où tout son savoir est mis en œuvre sans la moindre pesanteur, avec une très fine analyse, tant psychologique qu'historique. Prix de l'essai, Monsieur Jacques de Saint-Victor pour un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique. Né au début du XIXe siècle, à la faveur de la disparition du monde féodal et aristocratique, les mafias ont prospéré à partir de l'Italie sous des noms et des avatars divers. Se contenterait-il d'être une histoire et une sociologie de la mafia, cet ouvrage serait déjà passionnant. Mais il va beaucoup plus loin, déchiffrant avec brio les territoires inexplorés et balayant bien des idées reçues. Nous vivons, en effet, dans l'illusion manichéenne qu'il y a un bien et un mal, du blanc et du noir. Et si nos sociétés, sous des apparences très convenables, n'étaient pas blanches, mais grises, n'hésitant pas à pactiser avec les pires mafias ou à reprendre elles-mêmes les méthodes des mafias quand leurs intérêts sont en jeu. Prix de la Nouvelle, Madame Maricos pour l'odeur de la ville mouillée. Ce recueil possède un charme prenant, mais difficile à définir. Le monde de Maricos est peuplé d'êtres si sensibles, si fragiles, aux sentiments si subtils, qu'on a peur de rompre l'enchantement en le décrivant, car c'est l'indicible, l'ineffable, l'esquisse fugitive de nos émotions qui est le terrain d'exploration de ce jeune auteur plein de talent et de promesses. Il y a tant d'art et de maîtrise dans la suggestion des recoins secrets de l'âme qu'on pense à son propos aux mots de Voltaire sur Marivaux. Il pèse des œufs de mouche avec des balances en toile d'araignée. C'est vrai, aucun mot ne peut exprimer l'odeur de la ville mouillée, mais Maricos, par son talent, a exploré toutes les sensations qui s'y attachent.
Les prix d'Académie sont au nombre de 4. Le premier récompense M. Pierre Chartier pour Vie de Diderot, au pluriel et en 3 volumes, consacrés respectivement à la religieuse et aux bijoux indiscrets, au salon et enfin à Jacques le Fataliste et au neveu de Rameau. Selon Pierre Rosenberg, la somme que nous offre Pierre Chartier, président de la Société Diderot et professeur émérite à l'université du même nom, est désormais indispensable pour tout 18e. Elle renouvelle l'image du grand écrivain dont on célèbre cette année le tricentenaire de la naissance. Autre prix d'Académie, M. Stéphane Giocanti pour C'était les Daudets. Ce livre remarquable, aux yeux de Michel Déon, remonte jusqu'au milieu du XIXe siècle avec le premier aïeul célèbre, Alphonse, dont l'œuvre est restée vivante, en particulier dans les études scolaires. L'auteur raconte avec bonheur l'ascension de la famille grâce à l'action et au caractère du fils Léon, à qui l'on doit d'avoir reconnu d'emblée l'importance des œuvres de Proust et de Céline. Le milieu dans lequel les Daudets rencontrent la gloire et un très large public est fort bien évoqué par Stéphane Giocanti, qui ressuscite avec chaleur une grande aventure littéraire. Prix d'Académie à M. Michel Laval pour Tuer à l'ennemi, la dernière guerre de Charles Péguy, ou plutôt le dernier mois de l'écrivain mort au combat près de Meaux le 5 septembre 1914. Le livre mêle 2 registres de lecture, nous dit Pierre Nora. C'est un récit précis, au jour le jour, de ce tragique mois d'août vécu par Péguy. Mais d'un autre côté, Michel Laval épouse la gravité de son sujet jusqu'à en faire un cantique d'un lyrisme fiévreux, un chant de mort habité par la voix même de Péguy, héros à travers lequel il exalte une France aujourd'hui disparue, celle du patriotisme intériorisé et du courage naturel. Ce mois d'août 14 devient alors le lieu d'une intense communion entre un homme, un moment, un pays, une histoire. Prix d'Académie également à M. Jacques Semelin pour Persécution et entraide dans la France occupée. Selon Jacques Semelin, 75% des Juifs vivant en France sous l'occupation ont échappé à la déportation grâce à l'entraide de la population. Partant de ce constat, et au terme d'une longue enquête nourrie de témoignages, parfois bouleversants et d'archives inédites, l'auteur apporte, nous dit Pierre Nora, une lumière neuve sur la France occupée, une société où la délation coexiste avec l'entraide, où l'antisémitisme n'empêche pas la solidarité, du petit geste au grand risque. En conclusion, il analyse les diverses raisons de ce qui apparaît comme une singularité française. Prix du cardinal Grant, le père Gustave Martelet pour l'ensemble de son œuvre. Selon Monseigneur d'Agens, l'œuvre théologique du père Martelet de la Compagnie de Jésus se présente comme une méditation ample et passionnée,
écrite dans un style constamment animé d'une sorte de frémissement intérieur. Elle se penche sur l'énigme du mal, aborde les problèmes fondamentaux de l'existence humaine et traite la question de la place de l'homme dans le monde à la lumière de la grande tradition chrétienne, avec la conviction que cette tradition ne devrait jamais se séparer des découvertes portées par la raison de l'homme. Le prix du cardinal Grant honore à la fois l'auteur d'une grande œuvre théologique et un homme ardemment engagé dans la défense et l'illustration de l'intelligence chrétienne affrontée aux métamorphoses de l'Église et du monde. Prix du théâtre, Monsieur Armand Gatti pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Armand Gatti est né en 1924 à Monaco. Il évoquera plus tard son père éboueur dans l'un de ses chefs-d'œuvre, La vie imaginaire de l'éboueur Auguste Jay. Armand Gatti entra à 16 ans dans la Résistance, fut arrêté à 17 par la Gestapo et envoyé dans un camp de travail. Un spectacle créé par des Juifs baltes fut à l'origine inoubliable de sa vocation. Ses œuvres théâtrales témoignent d'une exceptionnelle fécondité, d'un enthousiasme constant, d'une critique tantôt diffuse, tantôt explicite de notre société. Ses titres les plus connus sont V comme Vietnam, Chant public devant 2 chaises électriques, La passion du général Franco. Comme le dit François Villers-Gans, Armand Gatti est l'honneur poétique du théâtre français contemporain. Prix du jeune théâtre Béatrice de Dussan, André Roussin. Monsieur Yvan Calbeyrac pour L'étudiante et Monsieur Henri. S'il existait un prix du jeune cinéma, dit Jean-Loup Dabadi, Yvan Calbeyrac aurait pu en être lauréat, car c'est par des scénarios et des mises en scène de courts et longs métrages que l'auteur s'est d'abord fait connaître. Mais les feux du théâtre qui couvaient en lui depuis son adolescence se sont soudain rallumés et Yvan Calbeyrac, d'une plume savante et agile, a écrit L'étudiante et Monsieur Henri. Succès immédiat. C'est l'histoire d'un vieux bougon dont la vie se trouve chahutée par l'arrivée d'une jeune fille en quête d'une chambre à louer. Acteur à ses débuts, Yvan Calbeyrac pourra prétendre à jouer lui-même le personnage du bougon, mais beaucoup plus tard, car il n'a pas l'âge du rôle. Prix du cinéma René Clair, Monsieur Philippe Leguet pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. S'il s'est imposé comme l'un des réalisateurs les plus singuliers et éclectiques du cinéma français, c'est dans le registre de la comédie que Philippe Leguet a sans doute donné le meilleur de son talent, selon Frédéric Vitou. Après ces délectables Femmes du 6e étage, où le grand bourgeois Fabrice Lucchini, dans les années 60, découvrait l'univers des bonnes espagnoles, on retiendra son dernier film, Alceste à bicyclette. 2 comédiens, un grognon retiré du monde du spectacle et une star de la télévision, s'affrontent autour du projet de monter le chef-d'œuvre de Molière. Intelligence des dialogues, finesse psychologique au service d'une réflexion sur le misanthrope. Ce pari de toucher le grand public par une comédie aussi exigeante était un peu fou. Il a été superbement gagné.
la grande médaille de la chanson française, Monsieur Serge Lama, pour l'ensemble de ses chansons. Cette année, la chanson française célèbre Charles Trenet, né il y a 100 ans, et Édith Piaf, morte il y a 50 ans. Aujourd'hui, l'Académie française récompense un auteur et chanteur bien vivant et bon vivant, Serge Lama. Lui vient de fêter ses 50 ans de carrière. Comme le souligne Jean-Loup Dabadi, c'est un bien-aimé du public qui chante en chœur avec lui de nombreux succès, comme D'aventure en aventure ou Je suis malade. Parolier de l'amour, de la joie et de la douleur de vivre, Serge Lama aura bien mérité, à sa place et à son époque, de la chanson populaire de langue française. Prix du rayonnement de la langue et de la littérature française. Le premier va à Monsieur Frédéric Paulsen. De nationalité suédoise et parfaitement francophone, Frédéric Paulsen est un grand chef d'entreprise qui a à cœur de soutenir de nombreuses initiatives culturelles et scientifiques à travers le monde. Il a créé en France une maison d'édition qui se consacre à la conservation et à la diffusion dans le monde francophone de la culture des territoires polaires et des littératures qui les évoquent. Autre prix du rayonnement, Madame Eun Ja-kang, pour l'étrangère. De nationalité coréenne, Eun Ja-kang a d'abord étudié la langue et la littérature française à Séoul. Elle est le premier écrivain coréen à avoir adopté la langue française pour son expression. Son dernier livre, L'étrangère, décrit son coup de foudre pour le français. Dans des pages inspirées, elle montre à quel point le français est une langue universelle, propre à exprimer l'humain. Autre prix du rayonnement, Monsieur Agalef Mitkou. Professeur de littérature à Addis Abeba, Monsieur Mitkou a entrepris de faire mieux connaître la littérature française contemporaine en Éthiopie. Le déficit de traduction l'a conduit à fonder sa propre maison d'édition. Sans aide extérieure et dans un environnement économique peu favorable, il a su éveiller l'intérêt de ses concitoyens pour notre culture, renouant ainsi avec une tradition en péril. Autre prix du rayonnement, Madame Katrina Kalda, qui est née en Estonie, vit aujourd'hui en France et écrit en français. Un roman estonien et arithmétique des dieux inaugure une œuvre prometteuse qui évoque avec subtilité des thèmes essentiels de notre époque et nous fait découvrir un univers balte que nous connaissons mal. Enfin, dernier prix du rayonnement à Monsieur Mohamed Benchikroun, qui a mené en français depuis fort longtemps des recherches de sociologie culturelle sur le Maroc. Ses travaux, selon Michel Déon, aident à concevoir une entente entre deux civilisations et deux croyances qui se heurtent par ignorance et se découvrent bien plus fraternelles qu'on ne pouvait l'imaginer. Après les grands prix viennent désormais les prix de fondation. Les lauréats se lèveront
également à l'appel de leur nom, mais je leur demanderai d'attendre la fin de la proclamation pour recevoir ensemble nos applaudissements. Prix de poésie. Prix Théophile Gautier, Monsieur François Montmanex, pour Laisser verdure, un recueil où domine l'idée de correspondance et d'échange et où le poète fait appel au pouvoir de la mémoire qui a le don de relier les souvenirs de l'enfance au moment présent. Prix Heredia, Monsieur Jean-Jacques Vitton pour Zama. Dans son recueil, l'auteur donne cours à une grande liberté, celle d'une poétique éclatée, par laquelle il entend restituer le cours d'un monde tout aussi éclaté. Prix François Coppée, Monsieur Gérard Beaucholier pour Psaume de l'Espérance. Auteur apprécié d'une vingtaine de recueils, le poète nous offre ici une centaine de poèmes-prières de forme régulière, composés de quatrains heptasyllabiques. Il s'agit d'un chant très pur, tout d'émotion contenue. Prix Paul Verlaine, Madame Noad Salamé, pour d'autres annonciations. L'écriture n'est jamais pour notre lauréate une distraction. Elle est le reflet de ce qu'elle a vécu, l'amour, la guerre, l'émerveillement, l'éloignement, la douleur. Ces mots sont élégants, ces formulations justes et souvent puissantes. Prix Henri Mondor, Madame Barbara Boac pour Jouir partout ainsi qu'il sied, Mallarmé et l'esthétique du quotidien. Cette étude novatrice s'intéresse aux pièces les plus récentes du poète, négligées comme légères, pour les remplacer dans une esthétique générale et mettre en lumière l'érotisme si bien masqué de l'auteur de l'après-midi d'un faune. Prix Maïs Ploquin-Conan, Madame Cécile Ménardi pour Rose, activité mortelle. Du recueil, qui joue des particularités de la langue, se dégage un ton très particulier qui lui confère une véritable originalité et le distingue. Une poésie très attentive à notre époque. Prix de littérature et de philosophie. Prix Monthyon, Madame Anka Vassiliou pour Image de soi dans l'Antiquité tardive. La subjectivité que l'on suppose moderne s'esquissait-elle déjà dans la période antique? Pour l'auteur, l'injonction delphique, se connaître soi-même, ne conduit pas au cogito, mais fait plus qu'ébaucher l'ego, comme le dit Jean-Luc Marion. Prix La Bruyère, Monsieur Jean Crèche pour du non autre au tout autre, Dieu et l'absolu dans les théologies philosophiques de la modernité. L'auteur poursuit une réflexion engagée depuis longtemps sur la philosophie de la religion en dégageant 6 approches emblématiques de la question de Dieu dans l'histoire de la pensée occidentale. Prix Jules Janin, Monsieur Brice Mathieusan, pour sa traduction des œuvres de Jim Harrison. Passeur irremplaçable de la littérature américaine moderne, Brice Mathieusan s'est imposé comme un excellent traducteur, restituant sa voix à Jim Harrison comme à chacun des auteurs qu'il a servis, avec un naturel qui rend presque invisible la présence même de celui qui traduit. Prix Émile Augier, Monsieur Jean-René Lemoine pour Iphigénie et In Memoriam. Le monologue d'Iphigénie, qui anticipe son sacrifice, tout comme le dialogue entre une mère et sa fille morte sous les décombres d'Haïti, s'inscrivent dans l'intemporalité
et l'universalité d'un tragique qui place le temps de mort au sein même de la durée de vie. L'écriture échappe à la circonstance ou à la pure revisitation du mythe pour s'élever à la hauteur des œuvres classiques. Prix Émile Faguet, Madame Karine Robineau-Cerveau pour les romans de Bernanos, Métamorphose de la transcendante. Cette pénétrante étude éclaire le tour de force de Bernanos qui a soumis l'écriture romanesque à une véritable conversion et est parvenu à rendre palpable dans chaque page, indéfiniment reprise, conquise sur le doute et le désespoir, l'incandescence des âmes en proie au mystère de l'iniquité. Prix Louis Barthou, Monsieur Hervan Larère pour l'abandon du mal en milieu hostile. Le roman évoque, avec une rare intensité, le drame vécu par deux jeunes êtres que tout devrait en principe opposer et qui trouvent le temps et les silences pour vivre une brève union anarchique, profonde et vraie. Prix François Mauriac, Monsieur Cédric Villani pour Théorème vivant. Qu'importe si l'écrasante majorité des lecteurs ne comprend pas un traître mot des équations qui fleurissent dans ce récit d'une découverte qui valut la médaille Fields à son auteur, les doutes et les fulgurances du chercheur, comme ces portraits des grands mathématiciens qu'il admire, composent une chronique pleine de fraîcheur et de vérité. Médaille du prix François Mauriac, Madame Joy Sormand pour Comme une bête, qui marque une brillante entrée dans le roman avec une veine naturaliste emportée dans la fantaisie fabuleuse. Passionné par la boucherie et amoureux des bêtes tuées, le héros glisse petit à petit de notre univers à celui des animaux. L'exergue emprunté à Lévi-Strauss prend alors toute sa force. Le moyen le plus simple d'identifier autrui à soi-même, c'est encore de le manger. Prix Georges Dumézil, Madame Wendy R. Bennett et Magali Seidjo pour remarques et observations sur la langue française, histoire et évolution d'un genre dédaigné par les linguistes car destiné à un public de non-spécialistes, mais caractéristique de la passion méticuleuse des Français de l'âge classique pour leur langue. Les remarques qui parurent après Vaugelas n'avaient jamais fait l'objet d'une étude. La voilà faite, et très bien faite, avec méthode et élégance. Prix Roland de Jouvenel, Monsieur Didier Blonde pour L'inconnu de la Seine. Le masque d'une jeune noyée au sourire intérieur, moulé à la morgue, fut populaire parmi les artistes du début du XXe siècle. L'auteur cherche en vain à identifier la jeune femme en consultant les archives. Véritable noyé? La réponse soigneusement dissimulée et que nous ne dévoilerons pas est à la page 104. Prix Biguet, Madame Laura Bossy pour Les frontières de la mort. Ce petit livre essentiel pose avec lucidité et courage des questions fondamentales sur lesquelles butent aujourd'hui les divers comités d'éthique. L'auteur considère les nouvelles définitions de la mort à la lumière des exigences du progrès scientifique qui, par le prélèvement d'organes, modifie radicalement le regard sur le corps humain, devenu gisement de ressources. Médaille du prix Biguet, Monsieur Jean-Pierre Le Goff
pour la fin du village. Il s'agit d'un petit village du Luberon dont l'auteur étudie minutieusement de l'intérieur la vie quotidienne, les traditions, les modes de vie, les cafés, l'école, les pompiers, en montrant les profondes mutations qu'il agite à l'heure du progrès technologique et de la mondialisation. Prix Ève Delacroix, Madame Michel Audin, pour Une vie brève. Celle de Michel Audin, arrêté à 25 ans en 1957 au cours de la bataille d'Alger, torturé et exécuté. Ce n'est pas la mort, mais la vie de son père dont l'auteur cherche les traces dans une sobre enquête qui sonde l'histoire de France et celle de l'Algérie, l'histoire des sciences, la géographie, la sociologie. Prix Pierre Benoît, Monsieur Gérard de Cortance pour Pierre Benoît, le romancier paradoxal. Le biographe, qui a notamment exploité les archives de la maison Albin Michel, nous mène à la découverte d'un homme attachant et contradictoire, journaliste, parcourant le monde entier pour ses reportages, avant de devenir l'auteur à succès que nous connaissons. Prix Jacques Lacroix, Monsieur Nicolas Milovanovic pour La princesse palatine, protectrice des animaux. Dans un ouvrage qui se lit avec un grand plaisir et s'appuie sur des textes anciens savoureux, l'auteur s'est penché sur les chiens, chats, perroquets et autres animaux de compagnie de la cour de Louis XIV à Louis XVI. Prix d'histoire, prix Guizot, Monsieur Alain Testard pour Avant l'histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Ce livre d'un grand ethnologue, décédé cet automne, éclaire les premiers pas de l'humanité, la façon dont les premières sociétés se mettent en place puis évoluent. C'est aussi une réflexion philosophique sur les méthodes d'interprétation en archéologie préhistorique. Médaille du prix Guizot, Monsieur Thierry Lenz pour Napoléon, diplomate. Le thème peut surprendre. Le premier empereur des Français n'est-il pas surtout un politique et un chef de guerre, mais on le voit ici engagé dans une diplomatie active avec ses règles et ses agents en Europe, aux Antilles, avec le Maroc ou les États-Unis. Prix Thiers, Monsieur Pierre Birnbaum, pour Les deux maisons, essai sur la citoyenneté des Juifs en France et aux États-Unis. L'auteur dégage deux modèles de rapport aux politiques et aux religieux. L'émancipation à la française, qui a ouvert à la citoyenneté dans un espace public sécularisé en ignorant toute identité autre que nationale, et d'autre part, l'émancipation à l'américaine, plus propice à l'épanouissement des identités religieuses qu'à l'entière reconnaissance d'une citoyenneté. Prix Eugène Collat, Monsieur Martin Dumont pour Le Saint-Siège et l'organisation politique des catholiques français au lendemain du ralliement 1890-1902. Cette étude fouillée montre l'ampleur des divisions entre catholiques français, monarchistes et républicains, ainsi que la particulière application du Saint-Siège qui encourage les initiatives d'unité politique. Prix Eugène Carrière, Monsieur Alexandre Cojano pour Louis le Vau et les nouvelles ambitions de l'architecture française, 1612-1654. Consacré à la première partie de la carrière de Le Vau, l'ouvrage d'un grand savoir, intelligemment illustré et agréable à lire, est indispensable à qui s'intéresse à l'architecture française du début du règne de Louis XIV. Prix Georges Goyot,
M. Étienne Bourdon pour Le voyage et la découverte des Alpes, histoire de la construction d'un savoir. Voici l'équivalent pour la montagne des sommes qui existent sur la mer. Cette première étude de synthèse qui tord le cou à quelques idées reçues est menée dans une perspective à la fois littéraire et historique, avec une très grande ampleur de vue et une parfaite clarté. Prix du maréchal Foch, M. Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, pour La guerre, au nom de l'humanité, tuer ou laisser mourir. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? L'intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires est l'une des questions les plus brûlantes des relations internationales. L'auteur, philosophe et juriste, en élabore ici une théorie réaliste, étayée de nombreux exemples. Prix Louis Castex, M. Jean-Christophe Calipeau et Mme Valérie Jonot pour Au-delà d'un naufrage, les survivants de l'expédition La Pérouse. L'enquête a été récemment renouvelée par d'importantes campagnes de fouilles sur l'île de Vanikoro. Les deux auteurs, respectivement archéologues responsables des fouilles terrestres et journalistes spécialistes du Pacifique Sud, font le point des découvertes dans un ouvrage superbement illustré. Prix Monseigneur Marcel, M. Aldo Genaille, pour L'idéal du repos dans la littérature française du XVIe siècle. C'est un vaste panorama de l'osium lettré. Si la notion a déjà été abordée ailleurs, aucune étude aussi complète n'avait été consacrée à la Renaissance. Médaille du prix Monseigneur Marcel, M. Jean-Louis Fournel pour La Cité du Soleil et les territoires des hommes, le savoir du monde chez Campanella. Le livre explore la pensée politique de Campanella qui aspire à l'unité du monde dans l'espace agrandi d'une nouvelle géographie dont les territoires sont néanmoins considérés dans la diversité de leur histoire. Prix Diane Potier-Boès, Madame Caroline Hervé-Montel pour Renaissance littéraire et conscience nationale, les premiers romans en français au Liban et en Égypte, 1908-1933. Cet ouvrage de référence, élégant et rigoureux dans l'analyse, ressuscite des figures oubliées de la littérature levantine en langue française qui assumaient leur grande diversité religieuse et ethnique avec le sentiment d'appartenir à une même renaissance. Le prix est partagé avec M. Jean-Claude Hoquet pour Venise et le monopole du sel, production, commerce et finances d'une république marchande. Somme parfaitement documentée en 2 volumes qui, tout autant qu'une histoire du sel, est une histoire de Venise, car ce monopole permit à la ville de financer son développement et d'asseoir son autorité sur la région entière. Prix François Millepierre, M. Jean-Louis Bruno pour Alésia. Le spécialiste des Gaulois se plie ici aux impératifs de la collection Les Journées qui ont fait la France et produit ce faisant un chef-d'œuvre. La bataille d'Alésia est éclairée de son savoir sur l'époque et exposée avec un sens consommé de l'analyse et un vrai talent d'écrivain. Le prix Auguste Thierry, qui couronne un livre d'histoire médiévale, peut être de nouveau décerné grâce à un legs de Baptistine Augustin Thierry, petite nièce de l'historien. Il va cette année à M. Mathieu Arnoux pour Le temps des laboureurs, travail, ordre social et croissance en Europe. Analysant les profondes mutations qui ont affecté l'Europe à la période où se forment les paysages qui sont encore ceux de nos campagnes, cette étude les relie au travail des laboureurs et des paysans, dont on n'avait peut-être pas encore mesuré la valeur symbolique autant qu'économique.
prix de soutien à la création littéraire. Ce sont 3 romanciers talentueux que l'Académie veut encourager. Prix Henri Dreynier, Monsieur Jean-Baptiste Aran, après la parution de Bordeaux-Vintimille, inspiré d'un fait divers. Prix Amic, Monsieur François-Henri Désérable, après la parution de Tu montreras ma tête au peuple, premier roman au style pleinement maîtrisé. Prix Motard, Monsieur Arthur Dreyfus, après la parution de Belle Famille, deuxième roman d'un jeune auteur qui s'essaie avec bonheur à des genres d'écriture très divers. Les lauréats des prix de Fondation sont désormais invités à se lever tous ensemble et nous leur rendrons hommage en les applaudissant.